Il y a des hommes qui brillent dans une pièce, qui savent quoi dire, quand sourire, comment vous faire croire qu'ils vous ont choisi. Mais derrière leur regard intense se cache un vide qu'ils traînent depuis l'enfance. Ce vide a un nom, une origine, une mère. Car oui, bien souvent, le pervers narcissique est le fils d'une femme toxique. Pas une mère absente, mais une mère présente d'une manière qui détruit. Une mère qui n'élève pas, mais programme. Ce que vous ressentez aujourd'hui aux confusions, doutes, obsessions, perte de vous-même en n'est pas un hasard. C'est une suite logique. Et tant que vous ignorez son origine, vous restez coincé dans sa toile. Dans cette vidéo, on va aller loin. Plus loin que les clichés. On va décortiquer l'origine de l'emprise, et surtout, comment en sortir. Avec la sagesse des stoïciens, la force de la psychologie, et les preuves concrètes de ceux qui ont survécu. Si tu es, ou as été dans ce genre de relation, laisse un like et appuie sur Boost pour que cette vérité touche d'autres. Tu peux aussi partager ton histoire, ou simplement écrire un mot. Un simple merci peut déjà faire une différence. Maintenant, regarde bien. Parce que ce que tu vas entendre ici, personne ne te l'a encore expliqué comme ça. Freud disait que derrière chaque névrose adulte, il y a une enfance mal comprise. Carl Jung allait plus loin. La plus grande tragédie de l'enfant, c'est l'ombre que ses parents projettent sur lui. Et dans le cas du pervers narcissique, cette ombre a bien souvent un nom, la mère. Aujourd'hui, la science commence à confirmer ce que ces pionniers pressentaient. Une étude menée par le professeur Drew Westen à l'université d'Emory a révélé que plus de 80% des personnes présentant des traits narcissiques avaient vécu des formes précoces de carence affective ou d'attachement insécurisé, souvent avec la figure maternelle. Ce ne sont pas de simples absences physiques. Ce sont des absences émotionnelles. Une mère qui donne le sein mais pas la chaleur. Qui dit aimer mais critique sans cesse. Qui étouffe sous prétexte de protéger. Et qui transmet, dès l'enfance, un message terrible. Tu n'es aimé que si tu joues le rôle que j'attends de toi. Ce poison s'infiltre très tôt dans le cerveau. Les neurosciences affectives montrent que l'hippocampe et l'amygdale, zones clés pour la gestion des émotions et des souvenirs, sont fortement impactés chez les enfants exposés à des environnements affectifs toxiques. Le docteur Bruce Perry, expert en traumatismes infantiles, explique que ces enfants développent une hypervigilance permanente, une incapacité à réguler leurs émotions, et un besoin compulsif de contrôle sur les autres. Ça vous rappelle quelqu'un ? Le pervers narcissique ne naît pas. Il est construit. Pièce par pièce. Silence après silence. Humiliation après humiliation. Une étude de 2016 publiée dans le Journal of Personality Disorder décrit ce processus comme une dissociation adaptative. Pour survivre à la douleur du rejet précoce, l'enfant va se créer une fausse image de lui-même. Une image brillante, séduisante, invincible. Mais creuse. Comme un masque sur un vide béant. Marc Aurèle écrivait: ce n'est pas la douleur elle-même qui nous détruit, mais notre réponse à celle-ci. Le pervers narcissique, lui, ne pleure pas. Il ne demande pas. Il manipule. Parce que dans son monde, aimer, c'est perdre. Faire confiance, c'est mourir. Il a été programmé pour survivre, pas pour s'ouvrir. Et c'est là que vous entrez en scène. Car peut-être que vous avez aimé quelqu'un comme ça. Peut-être que vous êtes encore sous son emprise, ou que vous vous demandez comment une personne aussi brillante, aussi magnétique, peut être aussi cruelle, aussi froide. Et voici une vérité que peu osent dire, ce n'est pas de votre faute. Ce que vous vivez n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie de survie face à un prédateur émotionnel formé dès l'enfance. Le psychiatre français Alberto Heguet a longuement étudié les pervers narcissiques. Il explique qu'ils sont souvent les enfants préférés de leur mère, mais que cet amour est conditionné, toxique, piégé. Ils ont été adulés comme des extensions d'elles-mêmes, pas comme des êtres autonomes. Le lien mère-fils devient alors un pacte invisible. Je t'aime, mais à condition que tu serves mon image. Résultat, un adulte incapable d'aimer sans dominer. Plusieurs patients en psychothérapie, adultes désormais, racontent des souvenirs glaçants. Une mère qui sourit en public et critique en privé. Une mère qui ridiculise les émotions. Une mère qui oublie les anniversaires mais exige l'admiration. Ce n'est pas une caricature. C'est un schéma. Et ce schéma laisse des traces durables, non seulement dans l'identité du pervers narcissique, mais aussi dans les personnes qu'il va croiser, aimer, détruire. L'université de Harvard a démontré que les enfants exposés à un climat parental ambivalent ou anxieux ont 3 fois plus de risques de développer des troubles de la personnalité à l'âge adulte. Et ce qui est terrifiant, c'est que ces troubles ne s'expriment pas toujours dans la folie, mais dans le charme. Le pervers narcissique séduit, brille, capte. Il sait exactement comment toucher ce que vous cherchez. Il a appris, enfant, à lire dans les failles de sa propre mère. Alors lire dans les vôtres? Un jeu d'enfant. Ce que vous ressentez n'est donc pas un simple malaise.
C'est une alarme. Votre esprit sent, intuitivement, qu'il y a quelque chose de faux. Que derrière le regard intense, les compliments soudains, les silences pesants, se cache une mécanique froide, complexe, calculée. Comprendre ses origines, ce n'est pas l'excuser. C'est le début de la libération. Car tout ce que l'on comprend cesse peu à peu de nous contrôler. Sénèque disait, ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on est faible. C'est parce qu'on ignore l'origine de cette souffrance. Et maintenant, vous savez. Avant de passer à la suite, prends un instant pour laisser un like et t'abonner pour rejoindre nos membres. Aussi, si tu connais quelqu'un dans le besoin, tu peux l'aider en partageant cette vidéo. Merci pour lui ou elle. Maintenant, on continue. Carl Jung parlait de elle, archétype de la grande mère, une figure à double visage, nourricière et destructrice. Le pervers narcissique, lui, est souvent né du côté sombre de cette figure. Derrière sa violence froide ou son charme toxique, il y a souvent une femme à laquelle il devait tout et à qui il ne pouvait rien refuser. Une mère narcissique. Fascinante. Dévorante. Ce n'est pas une mère qui frappe. C'est une mère qui façonne. Qui manipule sans bruit. Qui construit son enfant comme un prolongement d'elle-même. La psychiatre Susan Forward, autrice du livre Mother Who Can't Love, parle de ces femmes comme des mères émotionnellement immatures, dont les enfants grandissent dans une confusion constante entre l'amour et la dette affective. Un enfant qu'on aime à condition qu'il renvoie à sa mère une image parfaite. Le moindre écart, un rejet déguisé, un silence qui punit, un regard qui juge. Le pervers narcissique est souvent ce fils-là. Celui qui, dès l'enfance, a appris qu'il fallait plaire pour exister. Qu'on n'était pas aimé pour ce qu'on est, mais pour ce qu'on renvoie. Et l'ironie tragique, c'est que cette mère qui disait « je t'aime plus que tout » ne le voyait jamais vraiment. Pas ses émotions, pas ses peurs, seulement ce qu'il devait incarner pour elle. Il ne pouvait pas être enfant. Il devait être miroir. Des études en psychologie développementale montrent que les enfants élevés dans un climat d'attachement désorganisé, souvent causé par un parent narcissique, développent des troubles d'identité, un besoin extrême de validation et une incapacité à gérer leurs émotions. L'enfant devient alors un caméléon émotionnel. Il lit les besoins de l'autre pour survivre, pour s'adapter, pour éviter le rejet. C'est une survie. Et plus tard, cela deviendra une arme. Freud le soulignait déjà, le narcissisme parental peut être un véritable traumatisme pour l'enfant si son rôle n'est que celui de reflet. Le pervers narcissique adulte est donc souvent le produit d'une mère pour qui l'enfant n'existait que comme médaille sociale. Il devait être intelligent, séduisant, talentueux, mais jamais vulnérable, jamais libre, et surtout, jamais loin. Car la mère narcissique ne supporte pas l'indépendance. Quand l'enfant grandit, veut s'éloigner, faire ses choix, elle culpabilise, dévalorise, dramatise. Elle dira qu'elle se sacrifie pour lui, qu'elle a tout donné. Elle fera de son amour une dette qu'on ne peut jamais rembourser. Et l'enfant, à force, apprend qu'aimer, c'est devoir quelque chose, qu'il faut toujours donner plus que ce qu'on reçoit. Voilà le cœur du schéma toxique. Plusieurs témoignages de patients adultes issus de ces foyers racontent la même chose, une vie où la mère est partout. Dans les décisions, dans les émotions, dans les relations. Une mère qui s'invite dans l'intimité, qui juge les partenaires, qui détruit tout lien qui ne passe pas par elle. Cette emprise, elle est subtile, invisible, mais réelle. Et l'enfant qui devient adulte va, sans le vouloir, répéter ce même besoin de contrôle. Cette peur panique de l'abandon. Cette obsession de plaire et dominer. Derrière l'arrogance du pervers narcissique, il y a une faille. Une faille terrifiante. Celle d'un enfant qui n'a jamais pu se construire seul. Qui n'a jamais été accueilli dans sa tristesse. Qui a grandi dans le théâtre, pas dans la tendresse. Et ce rôle qu'il jouait pour sa mère, il le rejoue avec vous. Sauf que vous ne l'avez pas demandé. Vous cherchez l'amour. Lui, il cherche à survivre à l'ombre de sa mère. Marc Aurèle écrivait, l'âme est teintée de la couleur de ses pensées. Et si ces pensées, depuis l'enfance, ne sont que peur, performance, manipulation, alors son âme n'a pas de repos. C'est une guerre permanente. Une guerre qu'il mène contre lui-même, mais dont vous êtes devenu le champ de bataille. Comprendre cette mère, ce lien, ce berceau invisible, ce n'est pas excuser. C'est voir l'origine du mal, pour mieux s'en éloigner. Car tant qu'on croit qu'il est juste et méchant, on reste dans le flou. Mais quand on comprend qu'il a été programmé dans une relation où l'amour était une cage dorée, alors on comprend aussi que notre seule chance de s'en libérer, c'est de refuser d'entrer dans cette cage. C'est dur, c'est brutal, mais c'est nécessaire. Sénèque nous le rappelle, celui qui ignore les causes de ces chaînes ne pourra jamais les briser. Et vous, maintenant, vous voyez la chaîne. La question est, que ferez-vous de ce savoir?
Imagine un enfant qui grandit dans une maison pleine de mots, mais vide de sens. Chaque je t'aime cache une exigence. Chaque sourire dissimule une condition. Tu dois être fort. Tu dois réussir. Tu dois briller. Pas pour toi. Pour moi. Voilà ce que la mère toxique transmet à l'enfant. Pas un amour libre. Mais un pacte. Invisible. Une sorte de contrat affectif qui dit « Je t'aimerai si tu joues parfaitement le rôle que j'ai écrit pour toi ». Et cet enfant, il ne sait pas encore qu'il vit dans un décor. Il croit que c'est ça, aimer. C'est ça, exister. Il adapte ses émotions, ses réactions, même son rire. Il devient un masque. Et ce masque, un jour, devient sa peau. Épictète aurait vu cet enfant comme une âme qu'on a forgée dans les chaînes dès le berceau. Pas des chaînes en fer. Des chaînes plus subtiles, celles de la validation, de la peur, du besoin de reconnaissance. Il disait, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous blesse, mais la façon dont nous le percevons. Mais comment un enfant peut-il percevoir autrement quand il ne connaît rien d'autre? Il ne sait pas que l'amour peut être inconditionnel. Il ne sait pas que pleurer n'est pas une faiblesse. Il ne sait pas que dire non ne tue pas la relation. Il ne sait rien. Et on le programme à devenir un expert de la survie. Les neurosciences confirment que les premières années de vie sculptent littéralement notre cerveau. Les circuits de l'attachement, de l'empathie, de la régulation émotionnelle, tout cela se développe ou se fige selon les interactions précoces avec la figure d'attachement principale. Et si cette figure, souvent la mère, est instable, critique, intrusive ou absente émotionnellement, alors le cerveau de l'enfant enregistre une chose simple, le monde n'est pas sûr. Les autres ne sont pas fiables. Et moi, je dois tout contrôler pour ne pas être détruit. Alors il observe. Il devine. Il devient doué. Très doué. Il sait faire plaisir, se faire aimer, lire les regards, capter les attentes. On l'admire. On dit de lui qu'il est mature pour son âge. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Juste un immense vide qu'il tente de remplir avec des rôles, des performances, des dominations. Ce vide, c'est le prix de l'absence d'amour réel. L'amour qui accueille, qui ne juge pas, qui ne conditionne pas. Marc Aurèle écrivait, « La pire servitude est celle de l'homme qui dépend du regard des autres. » Le pervers narcissique, avant de devenir celui qui contrôle, a été celui qui dépendait. Totalement. De sa mère, de son humeur, de son approbation. Et comme il n'a jamais pu être aimé pour ce qu'il est, il a décidé, très tôt, de devenir ce que les autres veulent. Et quand cela ne suffit plus, il inverse le jeu. Ce sont les autres qui devront devenir ce que lui veut. Ce que le stoïcisme enseigne à cet enfant brisé, c'est qu'il peut choisir, un jour, de ne plus être ce qu'on a fait de lui. Il peut observer ce conditionnement, le remettre en question. Sénèque le disait, ce n'est pas parce que la douleur est ancienne qu'elle est juste. Le passé peut être une prison, mais il peut aussi devenir un point d'ancrage pour la libération. Ce qu'il faut, c'est d'abord regarder la blessure sans filtre. Et pour nous, ceux qui croisons ces âmes blessées devenues toxiques, il faut comprendre cela. Pas pour excuser, mais pour ne plus internaliser leur manipulation. Ce n'est pas vous qui l'attaque, c'est son vide qu'il projette. Ce n'est pas votre faute s'il se ferme, s'il vous rejette, s'il vous punit. Ce n'est pas vous. C'est son histoire. Une histoire qui ne vous appartient pas. Plusieurs thérapeutes spécialisés dans les troubles de la personnalité rapportent le même constat. Derrière la façade brillante du narcissique se cache un enfant qui n'a jamais été autorisé à exister pour lui-même. Pas une fois. Et parfois, même la réussite, même le charme, même la sexualité, deviennent des outils pour retrouver ce pouvoir perdu dans l'enfance. Mais aucun de ces outils ne le répare. Jamais. Car on ne comble pas une faille d'amour par des applaudissements. Alors oui, il peut être dangereux. Il peut vous détruire, vous isoler, vous vider. Mais vous n'avez pas à porter son passé. Vous n'avez pas à payer pour son enfance. Vous pouvez comprendre, observer. Mais surtout, vous devez protéger votre propre espace. Car vous avez ce que lui n'a jamais eu, le choix. Le choix de ne pas entrer dans ce théâtre. Le choix de poser des limites. Le choix d'être aimé sans devenir une version parfaite de vous-même. Comprendre cette enfance volée, c'est comprendre le scénario du manipulateur. Et une fois qu'on connaît le script, on peut choisir de ne pas jouer le rôle. Il arrive souvent comme un rêve éveillé. Charmeur, intelligent, à l'écoute. Il vous regarde comme si vous étiez unique. Il dit exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Et vous y croyez, parce qu'il est convaincant. Parce qu'il est tout ce que vous espériez, et même un peu plus. Mais ce que vous ne voyez pas tout de suite, c'est que tout est calculé. Ce n'est pas de l'amour. C'est un plan. Le pervers narcissique ne tombe pas amoureux. Il sélectionne. Il analyse. Il détecte vos besoins comme un sonar émotionnel. Et s'il est aussi doué,
C'est parce qu'il a passé son enfance à faire exactement ça avec sa propre mère. Il devait sentir ses humeurs, anticiper ses réactions, devenir ce qu'elle voulait. Il a développé une forme d'hyperintelligence émotionnelle, mais froide. Mécanique. Il lit les failles, non pas pour les réparer, mais pour y glisser ses chaînes. Carl Jung écrivait que tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Et le destin du pervers narcissique, c'est de séduire pour ne pas disparaître. Il n'a pas d'identité stable, seulement un masque. Et plus il vous séduit, plus il sent qu'il existe. Plus il vous contrôle, plus il calme, temporairement, le chaos intérieur qu'il fuit en permanence. Une étude publiée dans Psychology Today révèle que les individus présentant un trouble de la personnalité narcissique utilisent la séduction comme une stratégie d'adaptation. 90% des personnes interrogées avouent utiliser systématiquement la flatterie, le mimétisme émotionnel et les gestes d'attention comme levier de pouvoir dans leurs relations. Ce n'est pas de la coïncidence, c'est de la mécanique. Et cela fonctionne. Parce qu'au début, il est merveilleux. Il écoute vos douleurs. Il partage les siennes. Il se montre vulnérable, juste ce qu'il faut. Il vous dit que vous êtes différents, spéciaux, qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme vous. Ce n'est pas qu'il ment. Il vous montre exactement ce que vous avez besoin de voir. Il crée une illusion partagée. Une bulle. Et dans cette bulle, vous baissez votre garde. Vous ouvrez votre cœur. Et c'est là que le piège se referme. Marc Aurèle écrivait « Méfie-toi de ceux qui parlent trop de vertu. Leurs actes les trahiront. » Le pervers narcissique parle d'amour, mais il agit par besoin. Il parle de respect, mais teste sans cesse vos limites. Il parle de confiance, mais cache son vrai visage. Une fois qu'il sent que vous êtes attaché, le masque glisse. Les critiques commencent. Subtiles. D'abord légères. Puis constantes. Il vous isole. Vous doutez de vous. Vous marchez sur des œufs. Et vous cherchez à retrouver le regard du début. Ce regard qui vous faisait vous sentir vivant. Ce regard était faux. Mais votre souffrance, elle, est bien réelle. Le docteur Georges Simon, expert en manipulation, parle de ce phénomène comme d'une séduction stratégique de domination. Le pervers narcissique ne vous aime pas. Il vous utilise pour stabiliser son ego fracturé. Tant que vous croyez à l'image qu'il projette, il se sent fort. Mais dès que vous questionnez, dès que vous reculez, il s'effondre intérieurement. Alors il attaque. Il dévalorise. Il sabote. Pour reprendre le contrôle. Et vous essayez de comprendre. Vous vous dites qu'il souffre. Qu'il a eu une enfance difficile. Que vous pouvez l'aider. Mais c'est là que le piège devient profond. Plus vous comprenez, plus vous justifiez. Plus vous excusez. Vous entrez dans sa logique. Celle où tout tourne autour de lui. Celle où vos besoins n'existent plus. Sénèque disait, « Il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme qui ne connaît pas sa propre douleur. » Le pervers narcissique ne regarde jamais sa souffrance. Il la fait porter aux autres. Et tant qu'il n'en prend pas conscience, il continue. Encore, encore, encore. Il répète, il détruit. Puis il recommence. Vous n'êtes pas tombé amoureux d'un monstre. Vous êtes tombé amoureux d'un masque. D'un rôle qu'il joue depuis l'enfance. Et ce n'est pas votre responsabilité de lui faire enlever ce masque. Ce n'est pas votre mission de le guérir. Votre mission, c'est de vous rappeler que vous avez le droit d'être aimé sans condition. Sans jeu. Sans stratégie. Comprendre le fonctionnement de ce masque, c'est reprendre du pouvoir. Ce que vous vivez n'est pas rare. Ce n'est pas de votre faute. Et surtout, ce n'est pas une preuve d'amour. C'est une preuve d'emprise. Et le seul moyen de se libérer d'un piège, c'est de voir clairement où sont les fils invisibles. Vous avez maintenant les yeux ouverts. La question est, allez-vous encore chercher le regard du début, ou choisir de regarder enfin la réalité? Le silence. Pas le calme, pas la paix. Non. Le silence qui punit. Qui laisse en suspens. Qui fait douter de soi. C'est l'arme préférée du pervers narcissique. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de l'oubli, ni de la distraction. C'est une stratégie. Un outil appris très tôt. Un écho direct de ce qu'il a lui-même vécu enfant, face à une mère qui le rendait fou sans dire un mot. Une mère qui lui retirait sa présence comme on retire l'oxygène à un être qui veut respirer. Dans les cabinets de psychologues, des patients racontent des scènes identiques, comme recopiées. Elle me regardait, mais ne répondait pas. Elle souriait, mais ne disait rien. Elle partait sans explication. Et moi, je restais là, figé, à attendre qu'elle revienne, qu'elle m'aime de nouveau. Ce silence-là, l'enfant ne le comprend pas. Il croit que c'est lui, le problème. Il se dit qu'il a mal agi. Qu'il doit faire plus. Être meilleur. Et c'est ainsi que naît la peur panique de décevoir. Le besoin de tout contrôler.
le besoin d'être aimé à tout prix. Et ce mécanisme, une fois adulte, devient une arme entre ses mains. Le docteur Caril McBride, spécialiste des enfants de mère narcissique, parle du trauma du vide émotionnel. Ce n'est pas une claque, pas un cri. C'est une absence glaciale qui laisse l'enfant dans l'angoisse de ne plus exister. Et quand cet enfant devient adulte, il rejoue la scène. Mais cette fois, c'est vous qui le laisse dans le noir. Vous qui le punit de son silence. Et vous ne comprenez pas. Vous repensez à ce que vous avez dit. À ce que vous n'avez pas dit. Vous vous remettez en question. Vous imaginez des scénarios. Et pendant ce temps-là, il gagne du terrain. Car ce silence, c'est du pouvoir. Il le sait. Il vous observe vous débattre dans le vide. Il vous voit essayer de réparer quelque chose qu'il a cassé volontairement. C'est là qu'il se sent fort. Supérieur. En contrôle. Marc Aurèle disait, l'indifférence feinte est parfois plus violente que le conflit. Et vous le ressentez dans votre chair. Ce silence n'est pas neutre. Il vous consume. Il vous épuise. Il vous isole. Et surtout, il vous rend dépendant. Car dès qu'il revient, vous ressentez un soulagement immense. Un shoot chimique dans le cerveau. La dopamine. L'adrénaline. La sensation de revenir à la vie. Voilà comment naît l'addiction. Des études en neurobiologie affective, notamment celle du Dr Helen Fisher, démontrent que les mêmes zones cérébrales s'activent dans une relation toxique que dans une addiction à la cocaïne. Ce n'est pas métaphorique. C'est biologique. Votre cerveau devient dépendant des hauts et des bas. Et chaque silence renforce le cycle. Mais ce qui rend cette arme si puissante, c'est votre histoire. Vos propres blessures. Si vous avez déjà connu l'abandon, le rejet, l'ignorance émotionnelle, alors le silence du pervers narcissique vient réactiver une douleur ancienne. Ce n'est pas juste lui. C'est vous, à travers votre passé, qui ressentez ce vide comme une menace. Et il le sent. Il l'utilise. La philosophie stoïcienne vous apporte ici une clé précieuse. Sénèque écrivait, « Ce n'est pas l'absence des autres qui doit nous troubler, mais la perte de nous-mêmes dans cette absence. » C'est exactement ce qui se passe. Vous vous oubliez. Vous vous videz. Vous disparaissez dans l'espoir de le faire revenir. Vous inversez les rôles, au lieu d'être aimé, vous devenez demandeur. Et lui, il gagne. Mais ce silence peut aussi devenir votre allié. Il peut vous révéler que cette relation est déséquilibrée. Que vous attendez des miettes. Que votre valeur a été engloutie dans une lutte qui n'en vaut pas la peine. Parce qu'un amour qui vous fait douter de votre existence, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'emprise. Des milliers de témoignages, sur des forums, dans des consultations, dans des livres, répètent la même chose. Il ne criait pas, il ne frappait pas. Il se taisait. Et Jean devenait folle. Ce silence n'est pas de la paix. C'est une guerre froide. Un champ de mines émotionnelles. Et chaque mot non dit devient une arme pointée sur votre cœur. Mais vous pouvez désamorcer. Non pas en le faisant parler, mais en vous parlant à vous-même. En reprenant possession de vos émotions. En vous rappelant que votre valeur ne dépend pas de sa voix, mais de votre propre capacité à ne plus laisser le silence vous détruire. Comprendre le mécanisme, c'est déjà en sortir un peu. Le voir, c'est reprendre du pouvoir. Et un jour, vous n'attendrez plus que son silence se brise. Vous l'utiliserez, vous, pour vous retrouver. On ne sort pas d'une relation toxique en claquant des doigts. On n'éteint pas une emprise comme on coupe un interrupteur. Parce que l'emprise n'est pas seulement dans l'autre. Elle est aussi en nous. Elle est dans la manière dont on a été façonné. Dans notre besoin de sauver. Dans notre peur de perdre. Et surtout, dans notre incapacité à croire que ce que l'on vit est bien une forme de violence. Le stoïcien Épictète disait, « Ce ne sont pas les chaînes visibles qui rendent l'homme esclave, mais l'idée qu'il a besoin de quelqu'un pour se sentir libre. » Et c'est exactement là que se niche l'emprise du pervers narcissique. Il vous fait croire que vous êtes libre alors que vous dansez au rythme de ses silences, de ses colères, de ses absences. Il vous convainc que c'est vous qui avez besoin de lui. Alors qu'en réalité, c'est lui qui a besoin de vous pour exister. Mais il y a une vérité que tous les survivants finissent par découvrir, c'est quand vous cessez de répondre, que le système s'effondre. Ce n'est pas la confrontation qui brise l'emprise. C'est l'indifférence. Ce moment précis où vous cessez de vouloir comprendre, de vouloir réparer, de vouloir sauver. Ce moment où vous réalisez que votre paix vaut plus que son chaos. Les études montrent qu'il faut en moyenne cette tentative avant de quitter définitivement une relation toxique. Ce n'est pas par faiblesse. C'est parce que l'emprise fonctionne comme une dépendance. Il y a les phases d'espoir, les rechutes, les regrets, les fausses promesses. Et puis il y a ce jour où l'on ne ressent plus rien, où le sortilège se brise. Pas dans un cri, mais dans un silence intérieur. Celui qui dit « c'est fini ». Dans les groupes de soutien,
les survivants racontent presque tous ce moment. Pas une explosion. Une prise de conscience. Souvent toute simple. Une phrase blessante de trop. Un regard vide. Une humiliation qui ne passe plus. Et soudain, le cœur se ferme. Ce cœur qu'il manipulait depuis des mois, parfois des années. Il ne répond plus. Et à cet instant, le vrai pouvoir revient. Carl Jung disait, « Ce à quoi tu résistes, persiste. Ce que tu embrasses, se transforme. » Alors la première étape pour sortir de l'emprise, ce n'est pas de s'enfuir. C'est de regarder la vérité en face. D'accepter que cet amour n'en était pas un. D'accepter qu'on s'est perdu. D'accepter qu'on a cru à une illusion. Ce n'est pas une honte. C'est le début du retour à soi. Mais ce retour demande du courage. Il demande de réapprendre. Réapprendre à poser des limites. À dire non. À rester seul sans avoir peur. À ne plus chercher chez l'autre ce qu'on ne se donne pas à soi-même. Et c'est là que le stoïcisme devient un outil précieux. Sénèque nous enseigne que la paix intérieure vient de l'alignement entre nos valeurs et nos actions. Et si nous quittons une relation toxique sans reconstruire cet alignement, alors un autre manipulateur viendra remplir le vide. La reconstruction passe donc par l'action. Des actions simples. Réapprendre à faire des choses pour soi. À être fier de soi sans validation. À ressentir sans peur. Et surtout, à observer les signes. Car les pervers narcissiques laissent toujours les mêmes traces. La confusion mentale, la perte d'estime, la sensation d'être vidé, la peur de parler, et l'obsession de plaire. Quand ces signes réapparaissent, on s'éloigne. Les témoignages de ceux qui ont fui ces relations sont puissants. Ils racontent souvent le même arc, l'enfer, puis le vide, puis la renaissance. Et cette renaissance ne se fait pas en un jour. Elle se construit. Un choix à la fois. Un non à la fois. Un silence choisi, cette fois, non pour punir, mais pour se retrouver. Vous n'êtes pas ce qu'il a dit de vous. Vous n'êtes pas ce qu'il vous a fait croire. Vous êtes celui ou celle qui a survécu. Et mieux, qui a compris. Et cette compréhension, c'est votre arme. C'est elle qui vous permet d'aider d'autres. De mettre des mots là où il n'y avait que des doutes. De transmettre ce que vous avez appris dans l'ombre. Marc Aurèle écrivait, « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui doit l'être. » Vous avez maintenant cette force, ce courage, et surtout, cette lucidité. L'emprise est finie quand la lumière entre. Même doucement, même lentement. Et à ce moment-là, il ne contrôle plus rien. Ce n'est pas vous qui étiez trop sensible. C'est lui qui était incapable de sentir. Ce n'est pas vous qui n'aimiez pas assez. C'est lui qui ne savait pas recevoir. Ce n'est pas vous qui avez échoué. C'est lui qui vous a testé, et vous êtes encore debout. Vous êtes libre. Maintenant que nous en sommes à la fin, qu'as-tu pensé de cette vidéo? Tu peux me le dire en commentaire, et si le cœur en est, tu peux aussi rejoindre nos membres pour des vidéos exclusives, qui t'aideront encore plus à sortir de ta situation et à mieux comprendre. Merci à vous.